suggérer, c'est pas vraiment de se déconnecter de la situation, mais c'est de se rendre compte que quand vous êtes vraiment intensément dans le ressenti d'une situation, la situation soi-disant qui cause ce ressenti n'est pas présente. C'est une chose dont on peut faire l'expérience facilement. Mais il ne faut pas le voir comme un exercice, il ne faut pas le voir comme un truc, il faut le voir comme une constatation. Quand vous faites, dans la prochaine fois que vous avez un moment vraiment de très grande joie, sentez la joie, et quand vous sentez la joie dans votre corps, quelle que soit la situation qui est causée cette joie, alors cette joie n'est pas présente en tant que telle à ce moment-là. Voilà. Mais c'est pas il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de truc. C'est uniquement une question de voir clairement la perspective. Et la perspective, c'est quoi? C'est ce pressentiment que ce que vous êtes, que ce que vous cherchez essentiellement ne peut jamais se trouver dans une situation. Tant qu'il n'y a pas cette conviction absolue, il y aura inévitablement recherche de situation et relative satisfaction et ensuite insatisfaction parce que la situation satisfaisante ne peut pas être autre chose qu'éphémère. Et il n'y a pas de truc. Jean Klein donnait l'exemple des meubles chinois ou coréens de médecine qui ont des centaines de tiroirs et en disant voilà, vous regardez dans tous les tiroirs si ce que vous cherchez la clé ne se trouve pas là-dedans. Et puis vous avez tout vérifié tous les tiroirs et vous savez que ce n'est pas là-dedans, vous avez vérifié. Et puis vous quittez la pièce et à ce moment-là, vous avez une espèce de système de mémoire qui vient en disant mais peut-être j'ai mal cherché. Donc vous recommencez à chercher dans tous les tiroirs. Et c'est un peu ce qu'on fait. Vous avez compris profondément que ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un chien, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas une tradition spirituelle qui sont ce que vous cherchez profondément. Mais la prochaine fois, quand vous parlez d'un gourou barbu et réalisé, ou vous rencontrez une ravissante femme, ou on vous propose une magnifique voiture à un prix ridicule, ou en voyage en Inde, vous savez que ce n'est pas ça que vous voulez, mais quand même, finalement, peut-être que cette fois, peut-être que ce voyage, peut-être que ce gourou, peut-être que cette femme, peut-être que cette voiture, ne pouvez pas vous empêcher finalement. C'est ça que Jean Klein décrivait en disant il faut avoir cette conviction absolue que c'est dans aucun tiroir. Et c'est pas grave tant que vous pensez encore que c'est dans un tiroir, mais il faut chercher dedans, donc continuer à accumuler des voitures, des hommes, des femmes, des chiens, des voyages, des groupes. Et puis tôt ou tard, vous savez, la maturation est sans cause. Voilà, c'est comme vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant marche, il n'y a rien à faire, un enfant va marcher. C'est ce qu'il y a à faire pour qu'il parle, il n'y a rien à faire, il va parler. Là, c'est vraiment pareil. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire pour être mûr? Il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Ça fait partie de la vie. Donc, c'est plutôt de voir cette perspective qui est importante. Ne cherchez pas les trucs, parce que les trucs sont vraiment imaginaires. S'il y avait un truc, ben, ça se serait en vente sur Internet. Si ça n'y est pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Mais voyez intimement ce mécanisme de ces moments de conviction profonde que ce n'est pas ça que vous voulez. Et puis finalement, vous recommencez quand même parce que peut-être que quand même, etc. C'est que c'est que cette maturation, cette répétition qui permet la vision directe. Il peut aussi y avoir un moment d'instantané, de révélation instantanée, bien sûr, mais ça fait partie d'une constante évidence de voir son mécanisme. Une vision ne vient pas d'autre chose que de la vision de nos mécanismes, sans commentaire. Et donc, vous voyez encore qu'il y a peut-être en vous encore l'idée de vouloir changer ça, l'idée de vouloir être, comme vous disiez, être sans attente, et vouloir être sans attente ou vouloir une barbe à papa, c'est la même chose. Donc, une question de maturité, peut-être, c'est vrai que vouloir être sans attente, c'est un signe de maturité plus grand que vouloir une barbe à papa, mais le principe est le même. Donc, vous êtes débarrassé des barbes à papa. Maintenant, vous devez faire pareil avec sans attente. Si vous voyez que c'est un concept,
Vous espérez que ce concept vous satisfasse et aucun concept ne vous satisfait. Ça non plus. Et quand vous allez voir ça, vous n'allez plus avoir la moindre dynamique vers cette attente. Il va y avoir naturellement des moments où vous allez traverser la rue et il n'y a rien qui se passe bien. Votre femme est toujours aussi difficile, votre maîtresse est infidèle, votre chien est malade, vous ne savez pas comment payer votre loyer. Et puis il y a un moment de plénitude, de complétude qui se présente là. Pourquoi? Pour rien. Et c'est important de se laisser ouvert à ces moments où intellectuellement il devrait y avoir un problème, mais pratiquement vous ne sentez pas qu'il y en a. Et quand vous allez commencer à avoir ces petits moments de joie sans cause, ça va émousser la dynamique de chercher une cause à la joie. Et quand vous allez moins vous investir dans la recherche d'une joie avec cause, mais il va y avoir encore plus de moments de joie sans cause. C'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. C'est un vase communicant, ça va de l'un à l'autre. Et à un moment donné, il n'y aura presque plus aucune énergie pour chercher la joie dans une situation. Et il y aura de plus en plus de moments de cette joie sans situation, etc. Donc c'est un processus, soyez simplement ouverts à ce processus. Et les choses se font toujours malgré vous, jamais à cause de vous. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire dans votre vie. Toute tentative de vouloir participer à votre vie, à votre maturation est totalement imaginaire. Tout se fait malgré vous, jamais à cause de vous. Donc il n'y a pas de problème à résoudre. Merci. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'aurais une question par rapport à ma relation avec les femmes, simplement. Je constate que je tourne en rond. J'ai une pratique quotidienne du yoga qui m'apporte, qui ouvre une certaine lumière, on va dire. Et puis, je remarque qu'à chaque fois que débute une relation avec une femme, dans une dynamique amoureuse, je constate une fermeture, en fait, une fermeture, un obscurcissement complet qui est tel que je suis chaque fois contraint, je me sens contraint de rompre parce que ça m'amène à la fermeture. Donc je choisis la lumière d'une certaine manière, mais je me demande si, à force de faire ces allers-retours, il y aurait quand même une possibilité d'envisager une relation qui ne soit pas pathologique avec les femmes. Parce que je vis ça comme une malédiction, véritablement. Donc, existe-t-il un amour heureux, un amour joyeux, un amour lumineux entre hommes et femmes? Voilà, c'est un peu ma question. Si vous avez une tendance débordante à l'optimisme, peut-être vous pouvez le penser, mais une relation non pathologique avec une femme, est-ce que c'est possible? Finalement, tant qu'on a une relation complexe avec soi-même, on a une relation complexe avec les autres. Donc, ne cherchez pas une relation harmonieuse avec une femme, avec n'importe quoi, cherchez à être de plus en plus passionné par votre fonctionnement. C'est que de là que viendra ou non une espèce de clarification des relations dites humaines. Mais il n'y a pas grand-chose à attendre. La plupart des gens ont des imaginaires amoureux, des gens heureux de leur relation sont souvent des gens qui vivent dans des imaginaires, dans une sécurité tellement fabriquée que ils sont obligés, oui, de faire comme s'ils étaient heureux parce que ce serait trop dramatique de s'apercevoir du constant, de la fabrication constante. Il faut être bien tout court. Si vous êtes bien tout court, vous serez bien avec un homme, avec une femme, avec un chien, tout seul. C'est facile. Mais s'il y a le moindre problématique, vous allez vouloir que l'autre résolve cette problématique. C'est-à-dire vous allez vouloir que l'autre vous écoute parce que vous n'écoutez pas, vous allez vouloir que l'autre vous aime parce que vous n'aimez pas, vous allez vouloir que l'autre vous comprenne parce que vous ne comprenez pas. Vous
vous allez vouloir que l'autre vous accepte parce que vous n'acceptez pas. Et voilà, l'autre n'est pas fait pour ça. Un homme, une femme, un chien, ce n'est pas un objet qui est là pour satisfaire nos fantasmes d'écoute, de compréhension, de sécurité, etc. Donc, il faut vraiment, quand vous êtes en relation avec un chien, avec une femme, elle est le facteur avec qui vous voulez, c'est uniquement votre intégrité, c'est-à-dire votre non-demande dans la situation, qui va permettre que la situation se développe fonctionnellement en fonction des possibilités des situations. Les situations sont toujours faciles. Elles sont difficiles que parce qu'on veut quelque chose. Et si on ne veut rien, ben vous serez à même d'être le plus fonctionnel dans une situation, qu'elle soit facile ou difficile. Mais rêvez pas trop d'une relation facile, d'une relation équilibrée, parce que ça c'est au cinéma, c'est dans la littérature. Les gens font semblant. Voilà, les gens font semblant d'être heureux. Quand on les prend en photo, ils sourient. C'est pas parce qu'ils sourient qu'ils sont heureux. Ils sourient parce qu'il y a une photo. Et ils sont tellement malheureux qu'ils veulent faire croire à tout le monde et un peu à eux-mêmes qu'ils sont heureux, donc ils sourient. Mais la plupart des gens qui vivent à plusieurs, à deux, etc., sont malheureux. Donc prenez pas leur sourire béat comme des signes de bonheur. C'est des signes d'hypocrisie, des signes de compromission, des signes de manque de clarté. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vivre avec quelqu'un, bien sûr, mais c'est uniquement sans rien fabriquer, sans avoir cette idée d'être avec quelqu'un, ce qui ne veut rien dire. Ensuite, ça n'empêche pas une fonctionnalité. Il y a, selon la société dans laquelle on vit, selon notre situation financière, selon des tas de choses, vous pouvez pratiquer ces imaginaires rituels que les gens appellent être ensemble, ou les mariages. Je ne sais pas, il y a d'autres possibilités étranges de nos jours. Voilà. Mais ça, c'est purement fiscal, c'est purement social. Ça ne veut rien dire, mais intérieurement, on ne peut pas être avec quelqu'un. On est avec ce qui se présente dans l'instant. Quand le boucher arrive, vous êtes avec le boucher. Le plombier arrive, vous êtes avec le plombier intensément, totalement. Être avec quelqu'un ne veut pas dire coucher avec quelqu'un, ça veut dire simplement être disponible, être à l'écoute. Sexualité est un aspect parmi d'innombrables aspects qui sont possibles dans une relation. Ce n'est pas un aspect essentiel, c'est un aspect comme un autre. Il dépend de l'âge que vous avez, il dépend de votre morphologie, il dépend du rapport d'âge entre les personnes, il dépend de tas de choses. Et ce n'est important que pour les gens qui ont des problèmes pathologiques. Les relations, c'est l'écoute. Être avec quelqu'un, c'est-à-dire écouter l'autre. Voilà. Quand vous écoutez quelqu'un, c'est la relation la plus profonde que vous avez avec quelqu'un. Vous êtes assis à côté de quelqu'un et vous l'écoutez. Quand vous l'écoutez, c'est-à-dire que vous ne voulez rien, vous n'attendez rien, vous ne fabriquez rien, vous ne pensez rien, vous anticipez rien, vous refusez rien. Ça, c'est la relation la plus extraordinaire parce que c'est votre état organique, c'est ce que vous êtes profondément. Et éventuellement, quand vous êtes dans cette disponibilité, ça va toucher l'autre parce que l'autre, c'est aussi son état essentiel. Et si on est tous les deux dans ce moment de non-attente, non-fabrication, ben, il va y avoir une expression de cette évidence qui peut se traduire des fois sexuellement, mais très rarement parce que pour avoir ça avec vos parents, vos enfants, sans forcément coucher avec eux, pour avoir ça avec quelqu'un de même sexe, etc. Pour avoir ça avec quelqu'un qui est très vieux, avec quelqu'un qui est très jeune, dans des sociétés qui ne permettent pas une sexualité avec une différence d'âge trop grande, etc. Donc, la sexualité est tout à fait secondaire. C'est une expression parmi d'autres, elle peut être très, très belle, mais c'est avant tout l'écoute, c'est avant tout être assis à côté de quelqu'un sans rien fabriquer, sans rien penser. C'est un peu un cadeau que vous faites à l'autre. L'autre est toujours écrasé par la demande de son environnement. L'autre a un mari, ou a des enfants, ou a une femme, ou a des parents, ou un métier, ou un corps, ou un passé, ou un futur, tous ces imaginaires. Et
Et l'autre est abusé constamment par ses propres imaginaires, bien sûr. Il vit comme étant l'imaginaire de l'autre. Et donc, quand vous êtes avec quelqu'un et vous lui demandez rien, pas d'être comme ça, pas de comprendre ceci, pas de faire, non, de lui demander vraiment rien, et ça crée une espèce d'explosion chez l'autre. Ça crée c'est ça l'amitié finalement. L'amitié, c'est d'être avec quelqu'un et de rien lui demander, de vraiment rien. Et si vous trouvez ces espaces de rien demander à quelqu'un, vous allez voir les relations vont être faciles. Ça ne veut pas dire que ça dure 5 ans, ça ne veut pas dire que vous couchez avec, ça ne veut pas dire que... Mais ça veut dire qu'il y a une résonance, une profondeur, une amitié qui est là. Et ensuite, cette amitié peut s'exprimer sous la forme de voyage commun, de vie commune, de sexualité commune. Ça n'a aucune importance. Pourquoi pas? Mais cela vraiment venir de cette écoute, vraiment venir de cette non-demande. Donc, quand vous dites que vous avez une relation difficile, ce qui est difficile, c'est la demande. Demandez rien. Voilà, la prochaine femme que vous rencontrez, demandez rien. Elle n'est pas là pour vous comprendre, c'est super parce qu'elle ne va pas vous comprendre. Vous n'arrivez pas à vous comprendre vous-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire pour vous. Elle ne va pas vous accepter. Elle n'est pas là pour ça. Vous n'arrivez pas à vous accepter, elle ne peut pas le faire pour vous. Elle ne va pas vous aimer. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une projection. Vous n'arrivez pas à vous aimer, elle n'est pas là pour le faire non plus. Elle ne va pas vous écouter. Personne ne va vous écouter, vous n'écoutez pas vous-même. Donc, demandez rien à la prochaine femme, vous allez voir combien la relation, peu importe le temps que ça dure, va être extraordinaire. Et puis, vous allez revoir vos mécanismes. Elle aurait dû m'écouter. Elle aurait dû me comprendre. Elle devrait... non, elle ne doit rien du tout. Elle devrait pas rien du tout. Elle est parfaite comme elle est. Si elle est fidèle, c'est merveilleux. Si elle est infidèle, c'est merveilleux. Elle est exactement comme elle doit être. Elle est exactement comme elle peut être. Et vous aussi. C'est uniquement dans cette totale acceptation de l'autre que vous allez trouver une relation facile. Mais ce sera une relation facile avec vous-même. C'est la non-demande vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire on ne vous demande pas de changer. Arrêtez de vous demander de changer. Arrêtez de vous demander d'être différent. Arrêtez de vous demander d'être plus ouvert. Vous ne demandez plus rien. Vous êtes exactement comme vous devez être. Vous êtes parfait comme vous êtes. C'est ça que vous devez constamment réaliser. Ce soir, vous avez acheté une bombe de peinture rouge et vous écrivez sur votre mur « Je suis parfait ». Voilà. Et tous les jours, vous récitez votre mantra « Je suis parfait, je suis parfait, je suis parfait ». Et quand ça va être vraiment clair, quand quelqu'un va sonner, vous allez ouvrir la porte, vous allez voir la factrice et vous allez voir qu'elle est parfaite aussi. Voilà. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle dit, peu importe... Pourquoi? Parce que les choses sont ce qu'elles sont. C'est la seule possibilité. Sinon, si vous voulez des trucs pour avoir des relations harmonieuses, c'est complètement imaginaire. C'est que les relations superficielles. Il y a des gens qui aiment ça, ils se marient, ils font un accord, tu ne couches pas avec la voisine, tu ne couches pas avec le voisin, en tout cas officiellement, etc. Vous n'avez plus besoin de séduire l'autre parce que vous savez que vous allez coucher ensemble de toute manière le soir. Donc, vous ne faites plus d'efforts, etc. Et beaucoup de gens sont contents comme ça. Vous n'allez plus faire des fautes découvertes sexuellement, vous savez ce qui marche avec l'autre, ce qui ne marche pas, vous allez répéter chaque fois le même schéma. Au début parce que ça vous stimule, après parce que ça fait plaisir à l'autre, et après parce que vous vous dites que si vous ne stimulez pas assez l'autre, il va aller voir quelqu'un d'autre qui va le stimuler mieux. Et ça, c'est intolérable pour l'ego. Donc, vous allez avoir une sexualité uniquement pour l'empêcher l'autre d'avoir une sexualité ailleurs. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça, ils sont contents, et on est vraiment contents pour eux. Et une autre possibilité, c'est de rien demander, c'est de rien attendre. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous faites ça avec vous-même. Si vous avez la moindre attente de vous-même, vous allez attendre que la femme, que votre prochaine voisine vous comprenne, vous aime, vous écoute, vous respecte. Tu ne me respectes pas si tu fais ça, tu ne me comprends pas si tu fais ça, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'aimes pas. Les gens fonctionnent comme ça. Non, non. Demandez rien. Et quel que soit le reproche que vous fait une femme, elle a toujours raison. De son point de vue. Et la vie est facile avec les femmes, quelle que soit leur opinion, parce que c'est leur opinion. C'est normal qu'elles vous voient comme ça. Vous l'acceptez totalement et tout est léger.
Les gens plus intelligents vous trouvent bêtes, ils ont raison. Ceux qui sont plus bêtes ou plus intelligents, ils ont raison. Mais vous ne vous trouvez pas à un moment donné. Donc c'est l'autre qui vous imagine. Vous l'aimez comme ça. Mais la moindre attente, c'est la vie devient un enfer. Et il faut que votre amie soit fidèle, il faut qu'elle fasse pas ça, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle... Il faut voir combien on agit constamment en dictateur. On ne peut pas avoir une relation harmonieuse si on est un dictateur. Et la moindre demande, c'est ça la dictature. La dictature politique peut avoir une grande valeur, c'est souvent intelligent, même si c'est méconnu souvent de nos jours. Mais la dictature spirituelle, la dictature humaniste est totalement fausse. Il n'y a que l'écoute qui a une valeur fonctionnelle. Donc trouvez cette écoute et vous verrez de la relation facile, même si c'est difficile. Les femmes sont des objets complexes. Donc voilà. Mais si on ne demande rien, si on n'attend rien, si on n'espère rien, les relations sont faciles. Mais ça vous de le faire avec vous-même. Vous voyez comment il y a encore des fois chez vous 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 dites être différent. Pourquoi faire? Non, la beauté, elle est maintenant, elle n'est pas quand vous serez différent. Tant que vous pensez que vous devez changer, si vous n'avez pas vu votre propre beauté. Tant que vous ne voyez pas votre propre beauté, vous ne pouvez pas l'avoir chez l'autre. Et si vous ne la voyez pas chez l'autre, la relation va être infernale. Eric, bonsoir. Tout à l'heure, à la fin de la réponse à la première question, vous disiez, il n'y a rien à faire, ça se fait malgré moi. Le malgré moi, ça veut dire que j'ai néanmoins une responsabilité, j'ai quelque chose à... Je peux résister éventuellement et empêcher que ça se fasse. Bien sûr que non, c'était une expression à pas prendre à la lettre. Mais on va dire que c'est malgré mon imaginaire. Mon imaginaire est toujours vers une situation objective. Dans le pressentiment de la non-objectivité ne peut jamais se faire par la mémoire. Malgré moi veut dire malgré ma mémoire. Mais voilà, la mémoire, c'est un outil comme un autre. Donc tout ce à quoi je peux penser, c'est pas ça qui est la bonne direction. Je ne peux pas penser la bonne direction. La bonne direction n'est pas dans le passé, je peux penser que le passé. Donc c'est dans ce sens-là. Ne le prenez pas à la lettre, bien sûr, vous ne pouvez rien empêcher, rien provoquer. Mais on est obligé, dans une forme de dialogue, d'avoir une forme de pédagogie. Sinon, à chaque question, c'est vrai que si on voulait être plus sérieux, la réponse serait le problème ne se pose pas. Et si à 30 questions, on répond je crois que le problème ne se pose pas, c'est assez peu stimulant pour ceux qui posent des questions. Pourtant, c'est la seule réponse, bien sûr. Donc, on fait comme si le problème se posait, jusqu'à ce qu'on arrive expérimentalement à la conclusion que le problème ne se pose pas. Mais parfois, c'est difficile de voir que le problème ne se pose pas quand je suis identifié à ma réaction. Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait comme si le problème se posait. Et tout est un problème de regard. Et on dit toujours la même chose, mais il faut le dire de manière un peu variée, sinon c'est un peu fastidieux.
Il faut regarder. Si vous me dites, voilà, comment est-ce que je peux faire pour me rendre compte que c'est une corde et pas un serpent, on peut vous dire uniquement, regardez mieux. On va demander une technique, mais quelle technique? Il n'y a pas de technique, il faut regarder. Et à force de regarder le serpent, je me rends compte un jour que j'ai jamais vu le serpent. J'ai toujours vu la corde. Et je l'ai appelé un serpent. Où est allé le serpent? Il n'est pas allé quelque part, parce qu'il n'a jamais été là. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour lever le serpent? Mais il n'y a pas de serpent. Si on vous dit il n'y a pas de serpent, vous voyez un serpent, vous pouvez avoir une crise cardiaque. Alors comment on fait pour, quand il n'y a pas de serpent et qu'on voit un serpent, comment on fait pour voir que c'est une corde et que tout va bien? On regarde mieux. On regarde mieux le serpent puisqu'on ne voit pas la corde. Et un jour, à force de regarder le serpent, vraiment clairement, on va s'apercevoir que ce qu'on voyait depuis le début, qu'on appelait le serpent, c'était une corde. Il n'y a jamais eu de serpent, donc quand vous allez voir un gourou pour dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me faire mordre, il vous disait mais il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas vous faire mordre. Et vous répétez au gourou, mais je vois un serpent. Et le gourou disait non, il n'y a pas de serpent. Notre expérience, c'est qu'il y a un serpent. Donc on vous dit regardez mieux. Regardez mieux le serpent, on ne vous dit pas qu'il n'y en a pas. Si on vous dit qu'il n'y en a pas, c'est votre évidence de l'instant. Votre évidence de l'instant, j'ai peur, j'ai la battement du cœur qui augmente, j'ai les cheveux, j'en ai encore qui se restent sur la tête, je transpire. Ça n'a pas grande importance. Ce qu'on disait, c'était que la seule action possible, c'était de voir. Et que pour voir, on ne peut rien faire. C'est Dieu qui s'impose, on va dire malgré nous. On voit mal, on voit le serpent, et un jour, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de serpent. Donc, il n'y a jamais eu de problème à résoudre. On ne peut jamais répondre à comment résoudre le problème parce que le problème est imaginaire. Et du coup, Eric, maintenant, vous voyez la corde? Quelle est la question? Je dis, du coup, maintenant, vous ne voyez plus le serpent, vous voyez la corde? Vous, Eric Barret? Mais ça, c'est un imaginaire. Il n'y a pas d'entité personnelle. On ne peut pas voir la corde. C'est une manière de parler, romantique. Je n'ai aucune compétence là-dedans. Je transmets ce que j'ai entendu, c'est tout. Bonsoir Eric, j'ai 40 ans et il y a 7 ans on m'a annoncé un diagnostic de sclérose en plaques suite à des pertes de sensibilité dans les doigts. Donc c'est un diagnostic qui fait au début très peur justement à l'imaginaire parce qu'il y a énormément d'images de personnes immobiles en fauteuil roulant, etc., etc. Avec la découverte du yoga, on s'aperçoit qu'on peut se poser, et sentir le corps, sentir les pertes de sensibilité, sentir les choses. Et au début, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a rien. Donc l'imaginaire se pose. Et avec les années et la pratique, on s'aperçoit que on ressent de plus en plus le corps qui parle, qui vibre, qui a moins d'énergie, qui en a plus et qui fluctue. Et le fait d'être de plus en plus sensible à l'écoute de son corps est aussi un challenge, car ça réveille aussi l'imaginaire. Et le temps passe et le corps vibre,
perd de sa force, perd de ses mains. Et c'est un constat. Et on a beau se dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Écouter son corps et être extrêmement sensible à ça, c'est un grand challenge. Bizarrement, être de plus en plus sensible et à l'écoute de son corps, et on devient une... Bah voilà, on en est... C'est un grand challenge. Et... Oui. Et voilà, de manière générale, face à un imaginaire de maladie chronique potentiellement dégénérative, on peut se dire que c'est un imaginaire, mais quand il y a un constat au quotidien et l'écoute du corps, et voilà, je voulais ça, c'est ça un peu la source de ma question, à quel point être sensible et à l'écoute de son corps qui défaille est très challenging. De toute manière, au plus votre corps faiblit, au plus vous êtes obligé de faire attention. C'est uniquement un problème de survie. Quand vous avez une jambe cassée, vous faites attention. Quand vous avez 2 jambes cassées, vous faites plus attention encore. Si vous perdez un bras, vous allez faire encore plus attention. Si vous êtes aveugle, vous êtes encore plus attentif. Donc, au plus le corps perd des capacités, au plus, effectivement, vous devez compenser jusqu'à un certain point ce manque de capacité par une sensibilité accrue. C'est tout à fait inhérent à la chose, mais ne le prenez pas comme un challenge, parce que le corps est fait pour mourir. Donc, voilà, que ce soit une maladie dégénérative ou un cancer, ou ceux qui ont eu ce virus décoratif, etc. Voilà, de toute manière, on va tous mourir, on va tous dégénérer. Il y en a qui dégénèrent tôt, il y en a qui mettent plus de temps, il y en a qui sont écrasés jeunes, il y en a qui... Oui, il ne faut pas... à un moment donné, il faut arrêter de comparer, parce que c'est les statistiques, la comparaison. Donc, vous êtes unique, vous êtes exceptionnel. Soyez totalement passionné, parce qu'il n'y a rien d'autre que votre corps et votre psychisme dans votre vie. Donc, ce n'est pas un challenge, c'est une simple... je dirais pas politesse envers soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être né? C'est la naissance de ce corps. Et qu'est-ce que c'est mourir? C'est la mort de ce corps. Donc avant cette mort, ben votre moralité extrême, c'est de devenir conscient de ce qui est là. Voilà. Effectivement, il y a cette dégénération, mais même s'il n'y avait pas cette maladie, on se rend compte tous de on perd certaines capacités intellectuellement, physiquement, avec l'âge, avec les vicissitudes de la vie, etc. Donc, de toute manière, ça peut être plus accentué, bien sûr, dans certains cas que d'autres. J'ai eu beaucoup d'amis en fauteuil roulant, etc. Et personne ne dit que c'est facile. Mais c'est pas comme s'il y avait un choix. Donc, mais je ne suis pas très stimulé par le mot challenge, parce qu'il y a une sorte de violence qui est dedans. Et je pense qu'elle est inutile. C'est normal qu'on peut se ressentir la maladie comme une violence, c'est respectable. Mais il ne faut pas réagir par une stratégie intentionnelle. Mais au contraire, votre corps, c'est quelque chose que vous devez lire, que vous devez écouter. Et au plus votre corps faiblit, au plus il faut l'écouter. Et on aura tous à passer par là progressivement, ceux qui sont en réanimation parce qu'ils ont le coronavirus. Mais aussi, il faut qu'ils écoutent. Pourquoi? Parce que c'est ça le cœur de la vie. Donc, pas d'intensité, essayez pas d'intensément sentir votre corps, parce que ça va stimuler une forme d'imaginaire. C'est comme quelqu'un qui fait de la musculation, ou qui veut s'entraîner, au cardio, etc. C'est vraiment des imaginaires. Mais un respect, une écoute, vous avez un potentiel immense, vous n'avez pas eu certaines capacités, vous avez encore d'immenses insoupçonnés cérébralement. Laissez-vous inviter par ces capacités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter. Pas écouter le corps que vous pensez, pas écouter le corps que vous imaginez dégénérer, pas écouter le corps dont parlent les médecins, pas écouter le corps que vous aimeriez avoir, pas écouter, non, écouter le corps de sensibilité, ce corps impensable. Pas le corps qu'on voit dans une glace,
pas le corps non, le corps qu'on sent, et c'est un corps qui est mouvement, c'est un corps qui est visiblement senti ça, qui est une vibration, et voilà, se donner à des moments de laisser mourir ce corps dans la vibration, mais c'est pas un challenge. Par contre, il faut une fonctionnalité, oui, au plus vous perdez les capacités, au plus il faudra être intelligent. C'est comme ça. L'intelligence va venir, va se développer avec la capacité qui diminue. Quand on est jeune, fort, on est arrogant et stupide, et puis quand on vieillit ou quand on a une maladie, on doit devenir plus intelligent pour fonctionner. Ça se fait naturellement. Mais c'est pas un challenge, c'est vraiment une écoute. Il faut trouver une forme d'affection immense pour le corps, parce que c'est que dans l'affection que vous allez trouver un potentiel au maximum de votre capacité. Jamais dans l'arrogance, jamais dans la dynamique, jamais dans l'effort. On ne construit pas un corps, on doit écouter un corps. Et la plupart des technologies modernes veulent construire un corps, veulent développer une puissance, une capacité. C'est totalement des imaginaires, c'est des choses complètement égotiques qui rendent malheureux. Le corps n'est pas là pour être dressé, il n'est pas là pour être fabriqué, il n'est pas là, il est là pour être senti. Et visiblement, c'est ce que vous faites. Il faut continuer dans cette chose, dans cette direction-là. Mais levez le challenge. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. C'est le cœur de la vie, c'est l'amour finalement. Aimer, c'est sentir. Et quand vous allez vraiment aimer ce corps, pas le corps dont on parle, pas le corps imaginaire, pas le corps dont parle son médecin, c'est ça, ce corps-là, c'est à lui de s'en occuper. Et le corps que vous sentez profondément, ça va développer une relation profonde avec l'environnement. Parce que l'environnement n'est pas séparé de vous. Et au plus votre corps devient un organe de résonance, au plus il y a une forme d'intégration qui va se faire. Et personne ne dit qu'une maladie est facile, etc. Mais sur un certain plan, celui qui a une déficience à ce niveau-là a également la capacité de faire face. Chacun à sa manière, bien sûr. Et c'est un problème de respect. Vous devez respecter ce qui est là, ce qui ne veut pas dire des fois pas faire une crise, ce qui ne veut pas dire des fois pas faire un moment de rage, ce qui ne veut pas dire des fois pas avoir un moment de désespoir, ce qui ne veut pas dire pas avoir un moment de refus. Bien sûr, ça fait partie de la vie. On a tous ça. Et puis de nouveau, vous allez revenir à cette écoute, à cet amour de ce qui est là. C'est uniquement là que vous allez vivre au maximum de vos capacités ce phénomène qui se passe pour vous. Bonsoir Eric. Vous dites aimer c'est sentir. J'ai autour de moi 2 personnes que j'aime profondément, mon fils et ma mère, ma mère a une démence qui s'est considérablement aggravée avec le confinement et mon fils a une maladie chronique. Face à ce que je sens devant eux, intellectuellement, j'ai l'impression que je peux prendre de la distance. Mais souvent, j'ai l'impression que mon corps ressent une douleur que ma tête voudrait mettre à distance et je me sens démunie. Être démuni, c'est une forme d'écoute. Il faut être encore plus démuni. Démuni devant la douleur. Et donc déjà, le mot douleur, vous le laissez au vestiaire. Vous l'accrochez au corps de ce très beau animal derrière vous. Et restez dans le senti. Personne ne vous dit qu'il ne faut pas avoir de douleur, mais uniquement une douleur, c'est un concept. Donc, quand vous enlevez le mot douleur, qu'est-ce qui reste? Il reste un senti. C'est dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Et donc, on va vous demander de devenir amoureuse de cette douleur sans le mot, de cette sensation. Ça, c'est vraiment profond, c'est vraiment l'écoute. Et c'est cette intimité avec vous-même qui va vous aider le mieux possible à être avec l'autre. Et c'est très difficile d'être avec des gens déments. Bon, tout le monde est un peu dément quand même, donc
Voilà, mais il y en a qui sont plus déments que d'autres, c'est vrai. Et c'est extrêmement difficile. Mais ça vous oblige à vraiment vous mettre en question, parce que quand vous avez quelqu'un de dément, il ne vous reconnaît pas. C'est super parce qu'il n'a pas à le faire. Il ne peut plus montrer son affection. C'est super parce qu'il n'a pas à le faire. Il ne peut plus vous comprendre. C'est super parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne vous respecte plus du tout. C'est super parce qu'il ne peut pas le faire. Donc, ça vous aide d'être totalement à l'écoute sans la moindre demande. Et c'est la seule possibilité de vivre. La plupart des gens ont un imaginaire sur l'environnement. Ils veulent que l'environnement soit comme ceci, comme cela. Et vous avez la chance, en tout cas avec votre mère, que justement elle ne peut pas être différente de ce qu'elle est. Et ça, vous l'acceptez parce qu'il n'y a pas le choix. Les gens devraient l'accepter du tout parce que les gens n'ont jamais le choix. Votre boucher, votre facteur ou votre boulanger ne peut pas non plus être différent de ce qu'ils sont, votre mari non plus, votre chien non plus, votre enfant non plus. Mais avec un dément, c'est presque plus facile à voir parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, écoutez vraiment la démence, donc sans rien demander, vous n'avez pas le choix, mais rendez-vous compte que toutes les autres personnes que vous connaissez sont aussi démentes. Ils ne le savent pas. Et ne leur demandez rien non plus. Et le premier dément, c'est soi-même. Vous voyez combien de fois vous vous demandez quelque chose. Non, vous êtes démente, vous ne pouvez pas répondre à vos attentes. Quelle que soit l'attente que vous avez sur vous-même, vous allez être déçu, vous allez vous en vouloir, ça ne marche pas. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, vous n'allez pas les tenir. Quelles que soient tout ce que vous voulez faire, ça ne marchera jamais, parce que c'est un imaginaire. Traitez-vous comme une démente. Vous n'avez aucune confiance en votre mère, et aucune confiance en vous-même. Aucune confiance dans ce que vous dites. Vous n'avez pas confiance dans ce qu'elle vous dit, vous n'avez pas confiance dans ce que vous dites. Vous n'avez pas confiance dans ce qu'elle pense, vous n'avez pas confiance dans ce que vous pensez. Et quand vous n'avez plus aucune confiance en ce que vous pensez, vous allez voir la pensée va énormément se réduire. Et quand vous pensez de manière vraiment réduite, la pensée va devenir fonctionnelle. Et à ce moment-là, vous allez trouver une attitude fonctionnelle, encore une fois en fonction de vos propres caractéristiques. Quelqu'un d'autre serait différent dans la même situation, donc, mais chaque situation est unique. Donc, vous allez pouvoir vivre cette situation. Mais ne demandez rien. Et c'est vrai que c'est très difficile. Les gens dément, mais quand on regarde bien, tous les gens sont déments. Il suffit de dire un mot, il suffit de faire quelque chose pour que les gens soient vraiment au niveau de la démence. Il y a des démences plus discrètes que d'autres, mais c'est quand même de la démence. Les gens jaloux, c'est de la démence. Les gens violents, c'est de la démence. Les gens amoureux, c'est de la démence. Les gens qui regrettent, c'est de la démence. Les gens qui espèrent, c'est de la démence. C'est uniquement à différents niveaux, mais c'est vraiment la même chose. Tout le monde est dément. Et le premier dément, c'est soi-même. Donc, on ne s'écoute plus du tout. On n'attend plus rien de soi. Et on écoute ce qui est là. Et dans cette écoute, vous allez trouver une fonctionnalité avec vous-même. Parce que vous ne demandez plus rien. Vous n'espérez plus rien de vous. Vous ne voulez plus changer. Vous voulez simplement plus rien de vous-même. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, c'est quelque chose qui va s'installer naturellement et n'avoir aucun espoir pour soi-même. C'est super. Je n'ai aucun espoir pour moi-même. Je ne crois pas à tous les imaginaires de réussite, à tous les imaginaires de succès, à tous les imaginaires de sécurité que je pourrais engendrer. Ils sont tous bidons. Voilà. Et quand on ne croit plus en soi-même, il y a une écoute qui remplace cette croyance. Et l'écoute envers soi-même, c'est l'écoute des autres. Dans votre fils, je ne sais pas les détails, mais c'est la même chose. Pas de projet, pas d'espoir, mais une immense écoute, une immense attention, un immense respect de ce qui est là. Ce qui est là n'est pas un hasard, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une raison, mais ça veut dire que quand on regarde quelque chose, il y a une espèce de sens interne, impensable, qui se déroule devant nous. Vous avez tout à fait la capacité de gérer ça. Et puis de nouveau, vous allez voir le schéma de la projection, vous espérez ça, peut-être que ceci, peut-être. Et là, il y aura toutes les tensions, il y aura toute la complexité, il y aura tout le désespoir qui vient quand on a un espoir. Donc, c'est uniquement l'absence d'espoir qui permet vraiment une fonctionnalité. Et s'il n'y a plus le moindre espoir en vous-même, vous n'avez plus aucun espoir pour les autres. Donc revenez toujours à vous-même. Quand vous êtes à votre mère, vous êtes totalement à son écoute.
vous faites ce qui est possible. Vous n'attendez rien, elle ne va jamais vous remercier, elle ne va jamais vous reconnaître, elle ne va jamais vous... Et elle n'a pas à le faire. On n'attend rien de l'autre, l'autre est exactement comme il est. Si on n'attend rien de soi-même, c'est très facile. Si on est toujours en attente de soi-même, alors vous allez être affecté, vous allez être triste parce que votre mère ne vous reconnaît pas, parce qu'elle ne vous respecte plus, parce qu'elle ne vous écoute plus, parce que être triste, c'est une maladie, ça se soigne. Ça se soigne en écoutant son fonctionnement. Dans une écoute profonde, il n'y a pas de tristesse. Il y a ce qui est là. Vous faites ce qui est possible, ça s'arrête là. Il y a d'autres personnes qui feraient plus, mais vous n'êtes pas une autre personne. Il y en a qui feraient moins, vous n'êtes pas une autre personne. Donc, soyez complètement libre du schéma de ce que vous devez faire. Vous ne devez rien du tout. Vous devez faire ce que vous faites. C'est parfait comme ça. Vous ne vous imposez pas une tâche gigantesque. Fonctionnez le plus pratiquement possible, sans espoir, au jour le jour. C'est ça l'approche profonde. Donc, un démon vous permet de rien pouvoir anticiper, parce que vous ne savez pas. Vous pouvez faire le plus grand effort pour quelque chose et ça ne va pas marcher. Et c'est super comme ça. C'est ça la vie. On fait ce qu'on peut, ça s'arrête là. Ensuite, la vie décide. Mais il faut absolument brûler cette affectivité, cet espoir, que peut-être, il n'y a pas de peut-être. Donc vous êtes obligé d'être revenu constamment au présent. Et ce présent va vous aider avec votre fils, parce que c'est de le voir présent qui vous permet un futur, mais pas un futur dans le futur, mais un futur qui se dessine dans le présent et qui a sa place dans une compréhension du présent. Mais si vous cherchez un futur dans le futur, alors on a vraiment les imaginaires. Le futur existe, mais il existe dans le présent. Et c'est dans ce regard intense, intime, interne de la situation que le futur a sa place, mais en tant que présent, jamais en tant que futur. Bonsoir Eric. Ma question, ce serait de comment faire pour sentir l'émotion. Par exemple, pour la peur, quand j'essaie de la sentir, j'ai l'impression qu'elle augmente. Et quand elle augmente, je perds le contrôle. Et du coup, il y a beaucoup de résistances qui viennent. Et la peur se fixe. Partez d'une peur qui est finie, c'est-à-dire quelque chose, vous avez peur d'un chien, vous avez tué le chien ou le chien est parti en vacances, mais vous pouvez encore ressentir la peur. Il n'y a plus la situation. Et à ce moment-là, laissez revenir la sensation de peur qui est encore un peu là. Personne ne vous dit que sentir la peur, c'est quelque chose de... C'est pas un exercice, encore une fois. C'est quelque chose qui doit s'imposer. Donc, si votre chien vous demande qu'est-ce que tu as fait cet après-midi, vous racontez une situation et vous avez eu peur et voilà, il va vous dire mais qu'est-ce que tu as senti, comment tu sais que tu avais peur, et vous allez dire mais j'avais les jambes qui tremblaient, je transpirais, j'avais la gorge serrée, j'avais mal au ventre, ça va aller, tension dans les épaules, peu importe. Donc vous avez tout ça, c'est une sensation. Vous avez senti la peur. C'est encore bon maintenant parce que le passé c'est le présent. Donc toutes les peurs du passé sont disponibles présentement. Donc habituez-vous à revenir à des situations qui vous ont fait peur, d'essayer de retrouver les traces encore tactiles dans le corps. Et puis, il y a des grosses peurs, puis il y a des petites peurs. Donc, la prochaine fois que vous avez une petite peur, ben voilà, soyez intime, un peu comme comme un écrivain qui veut faire vous voulez décrire un personnage qui a peur, il faut bien dire quelque chose. Donc, vous devez dire, alors que lui, il sentait ça, puis il sentait ça, puis il sentait ça. Donc, essayez de voir quel est ce personnage qui a eu peur. Donc, il y a une grosse peur si vous avez peur que votre femme vous trompe, ou vous avez peur de... Peut-être c'est trop fort, si admettons que ce soit voilà, pour vous. Peut-être ce ne serait pas fonctionnel de vous dire que chaque fois que votre femme couche avec un amant,
sentiez la peur. Peut-être c'est trop, vous avez raison, ça a augmenté la peur. Mais il y a d'autres peurs qui sont plus faciles. Et puis petit à petit, on va dire, vous partez d'une peur légère, on va dire, la peur d'avoir un ticket de parking parce que ça reste trop longtemps quelque part. Et puis, vous arrivez, vous voyez qu'il n'y a pas de ticket. Et il y a une espèce de quelque chose qui lâche en vous. Soyez attentif à ça, et sentir avant de retrouver la voiture, également le très léger stress, peut-être des petites choses comme ça. Il faut que ce soit sensuel, que ce soit tactile. On ne vous demande pas de sauter d'une cage de lion et de sentir la peur. Non, quand on est devant un lion, on doit sauter de la cage ou tuer le lion. Donc, ce n'est pas le moment de vous asseoir en méditation pour sentir la peur. Mais si vous êtes sorti de la cage vivant et qu'il n'y a plus de lion, à ce moment-là, c'est super de voir alors qu'est-ce qui se passe, de sentir toute cette espèce d'effervescence tactile dans le corps qui est un peu comme un orgasme de peur, et de voir que petit à petit, vous allez retrouver la circulation du sang, retrouver l'usage de vos jambes, retrouver la respiration qui va se calmer progressivement, etc. Donc, soyez attentifs après la peur, des relents de la peur. Et progressivement, vous allez pouvoir faire ça avec des peurs de plus en plus intimes, on va dire, jusqu'à ce que vous arriviez à la vraie peur. Et la vraie peur, c'est pas votre trompe, c'est pas de... La vraie peur, c'est beaucoup plus intime. La vraie peur, vous la connaissez quand vous aviez 3 ans déjà. Vous n'avez pas encore de femme. La vraie peur, vous la connaissez à 1 an. Vous ne parliez même pas. La vraie peur, vous la connaissez à 6 mois. Vous ne saviez même pas. Et vous le sentiez déjà. C'est cette peur très, très ancienne qui s'exprime après par toutes les autres peurs. Quand vous avez peur qu'un voyou vous vole la voiture, on parle toujours de la même peur. Il n'y en a qu'une. Si vous avez peur de votre père, si vous avez peur de finir sans le sou, c'est toujours la même peur. Qui est cette peur ancestrale, qui est très ancienne, qui a commencé avant la naissance. Je pense que quand un enfant naît, il doit avoir très très peur. Vous vous rendez compte, on est dans un ventre tranquille, il fait chaud, c'est super. Et puis il faut se faire à moitié étrangler, passer dans des de choses bizarres. Et on sort dans un endroit bruyant, dans une atmosphère froide. Et on se manipuler, ça va être terrible. L'enfant commence par une peur dramatique. Il y a des peurs certainement avant ça aussi. Donc peu importe, mais toutes les peurs qu'on a sont des peurs qui réactualisent ces peurs très anciennes. C'est pour ça que c'est pas important de s'occuper qu'est-ce qui me fait peur, parce que demain il y aura autre chose. Aujourd'hui, votre femme vous trompe, ça vous fait peur, mais dans 6 mois, vous serez divorcé, vous n'aurez plus peur qu'elle vous trompe, vous aurez peur d'autre chose. Donc, on ne s'occupe pas de la cause, mais du ressenti. Et voilà, jouez avec des petites peurs, mais ne le faites pas comme un exercice de commando, on dit je dois sentir la peur, non, vous ne devez rien du tout. Quand il y a un tigre, on s'en va. Ou on tue le tigre si on peut le faire, sinon on saute sur un arbre, sinon voilà. Ce n'est pas le moment de sentir la peur. On agit, et puis quand la situation est calmée, bien sûr, en ce moment-là, on laisse venir le senti. Personne ne dit qu'à un moment donné, peut-être, vous allez dans cette prise de conscience devenir de plus en plus souvent, de plus en plus fréquente, qu'un jour peut-être vous allez vous trouver dans une situation de peur et à ce moment-là, vous allez simultanément pouvoir faire face à la situation et sentir la peur. Et c'est possible, ça devrait arriver tôt ou tard. Et à ce moment-là, vous allez voir que ensuite, plus tard dans votre vie, vous allez pouvoir, dans une situation, vous allez sentir la peur qui monte. Vous n'avez pas encore vraiment peur, mais vous sentez ça commence à se crisper, ça commence à se tendre. C'est comme quand quelqu'un va péter les plombs, il commence à avoir les éléments avant de péter les plombs. Puis, quand il est très sensible, des fois, il ne pète pas les plombs parce qu'il s'est laissé faire par le ressenti de péter les plombs. Alors qu'avant, ça montait, puis il explosait. La peur, c'est pareil. Vous allez sentir la peur qui monte, et vous allez pouvoir laisser faire ça et vous allez voir la peur va se réduire. Et puis un jour, vous allez arriver, vous rentrez chez vous, et votre poisson rouge vous demande alors qu'est-ce que tu as fait cet après-midi. Vous allez décrire la situation et vous allez vous rendre compte que c'est l'après-midi, vous avez une situation qui avant vous aurait fait peur, avant vous aurait fait péter les plombs. Joli, ça vous a rien fait. Si vous n'avez rien fait d'éléments psychologiques, vous l'avez enregistré comme une réalité, comme un fait. Et plus de produit personnel, comme un fait objectif.
Avant, on vous aurait dit que c'est idiot de voter à droite ou de voter à gauche, que ça vous aurait vraiment agressé. Et puis un jour, on vous dit ça, vous écoutez l'autre, mais ça ne vous fait rien du tout. Et le soir, vous vous rendez compte que, avant, la même situation, vous aurez vraiment agressé, vous aurez fait péter les plombs, et aujourd'hui, ça ne vous a rien fait. Là, la peur, c'est éliminé de cette situation. Donc, c'est un processus. Donc, c'est d'abord après, et puis naturellement, progressivement, vous allez voir, pendant certaines peurs, vous allez sentir un peu comme un boxeur qui monte sur le ring, il sent la peur et il peut sentir la peur, il monte quand même sur le ring. Celui qui saute d'un pont avec une élastique à la cheville, il sent la peur. S'il ne sentait pas la peur, il ne paierait pas pour sauter. Donc, on peut sentir la peur tout en ayant peur. Et après, vous verrez que avant que la peur, les premiers pressentiments de la peur, vous allez le sentir vraiment corporellement. Et des fois, la peur, une panique va venir quand même. Et progressivement, même ça, vous allez voir avant que c'était une panique, va devenir quelque chose de différent. Et à un moment donné, ce qui vous faisait peur va plus vous faire peur parce que vous n'avez plus d'imaginaire là-dessus. Autre chose vous fera peut-être peur. Jusqu'à ce que vous compreniez profondément que c'est toujours la même peur. On n'a qu'une seule peur. Qu'on ait 1 an, qu'on ait 3 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 65 ans, ou qu'on soit dans son lit de mort, on a peur toujours de la même chose. Mais tant qu'on met l'accent sur ce qui me fait peur, on n'arrive pas à voir. Donc, c'est pour ça que progressivement, on va mettre l'accent sur le ressenti de la peur et non pas sur ce qui me fait peur. Mais ce n'est pas un exercice volontaire, c'est un processus naturel de la vie. Il y a des tas de choses qui vous faisaient peur quand vous avez 5 ans, ça vous fait plus peur, vous n'avez rien fait. Quand vous avez 10 ans, vous avez peur de ça, maintenant vous n'avez plus peur, vous n'avez rien fait. Ce qui vous fait peur maintenant, ça va également devenir tout à fait facile plus tard. Donc, pas d'anticipation, il ne faut pas essayer de vaincre la peur, mais de plus en plus intéressé par voir ce mécanisme. C'est un des mécanismes les plus importants du psychisme, mais voilà, il faut devenir intime avec ce mécanisme. Ce que je trouve difficile, c'est que quand l'objet de la peur est présent, la peur est très forte. Et quand l'objet n'est plus là, la peur s'en va très vite et j'ai du mal à sentir. Par exemple, parfois je peux ressentir une peur le soir quand je suis tranquille chez moi et que je regarde la télé. Et je sens que si rien ne m'empêche de sentir la peur et que je peux m'y abandonner, en fait, c'est comme si je ne la sentais pas. Très vite, le fait de s'y abandonner, elle disparaît. Et j'ai du mal à trouver le média. C'est très bon signe. Ne regrettez pas que la peur s'élimine vite. Tout va bien, c'est-à-dire que vous êtes équilibré. Si après un film d'horreur, vous avez peur pendant 5 heures, c'est qu'il y a un problème. Mais si après un film d'horreur, 2 minutes après, vous dormez très paisiblement, c'est que vous êtes équilibré, c'est super. Donc, ne regrettez pas que la peur ne reste pas, c'est super qu'elle ne reste pas parce que vous lâchez prise. Donc, le processus est fonctionnel pour vous. Et après la télévision, la peur lâche vite et vous allez voir peu importe ce qui peut vous faire peur maintenant, vous allez voir que ça va tôt ou tard lâcher aussi vite, on va dire. Donc, cherchez pas, ne soyez pas obsessionnel pour sentir la peur. Sentir ne veut pas dire sentir, c'est bien, c'est un peu ridicule, mais comme formulation, mais c'est les mots qu'on emploie, mais attention que sentir ne devienne pas quelque chose qu'on fait, parce que ce n'est pas ça dont on parle. C'est quelque chose qu'on vit, quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas une fabrication. Quand votre maîtresse vous caresse le genou, vous n'avez rien à faire pour sentir. C'est vraiment une chose comme ça. Si vous ne pouvez pas dire je dois sentir, vous n'avez rien du tout. Ça se fait naturellement. Donc, quand la peur s'élimine, c'est super, il n'y a pas raison d'avoir peur. Et puis il y a d'autres fois, la peur ne s'élimine pas, donc elle est là. Si elle est là, super, vous pouvez la sentir. Donc, soyez souple. Et encore une fois, ce n'est pas un exercice, c'est pas à faire, c'est plutôt une intimité. C'est comme quand vous buvez un très bon vin, on ne vous demande pas de faire un effort pour sentir les goûts, pour sentir l'âge, pour sentir le cépage, pour sentir le... Non, on vous demande de faire aucun effort, simplement de goûter le vin, laisser tous les arômes complètement se dilater en vous. C'est un non-effort. C'est la même chose. Vous sentez la peur comme on sent un vin. C'est totalement un non-effort et vous laissez les différentes stimulations tactiles qui se déploient dans votre palais. Au moins vous faites, au plus vous sentez, au plus vous les sentez, au moins vous sentez. Le corps est fait comme ça.
Quand vous regardez intensément quelque chose, vous voyez moins bien. Quand vous relaxez le regard, vous voyez mieux. Quand vous voulez entendre quelque chose, vous contractez l'oreille, vous entendez moins bien. Quand vous laissez la sonorité vous pénétrer, vous entendez mieux. C'est la même chose. Donc c'est un jeu de sensualité. Laissez-vous faire sensuellement quand les moments de peur viennent. Et quand la peur s'en va, c'est super. Il faut pouvoir regarder les films d'horreur et après pouvoir bien dormir, regarder la télévision et après bien dormir. Si. Vous parliez tout à l'heure de la corde du serpent. Est-ce que c'est l'émotion qui nous empêche de voir la corde qui fait qu'on voit un serpent? Il y a une très belle phrase de Shankara dans les commentaires au Brahma Sutra qui dit il n'y a pas de commencement à l'illusion, mais il y a une fin. Et donc chercher le pourquoi on voit quelque chose qui n'existe pas. La vraie réponse, c'est de vous dire que vous ne le voyez pas. Vous croyez voir un serpent, mais vous voyez la corde. Vous l'appelez un serpent. Pourquoi vous l'appelez un serpent? Il n'y a pas de cause. Chercher un passé à ce qui n'existe pas, c'est une sorte de dispersion. Mais il y a une fin. Et la fin, la pédagogie pour la fin, c'est de regarder mieux. Regardez mieux, regardez mieux, regardez mieux. Vous pensez vous avez un gros problème, un énorme problème. Vous allez avoir un avocat, vous lui soumettez votre problème, et pour lui, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il est avocat, parce qu'il voit bien la situation. Pour vous, c'était un drame insurmontable, parce que vous le voyez de manière affective, vous ne voyez pas l'ensemble de la situation, donc il y avait un gros problème à résoudre. Et quand vous allez avoir un bon avocat, le signe c'est un bon avocat, c'est qu'il écoute votre problématique et pour lui, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un bon avocat. S'il vous dit c'est très compliqué votre affaire, c'est que c'est un mauvais avocat. Il faut que l'affaire soit facile pour lui. S'il voit bien, c'est facile. Ça, c'est la même chose. Donc, il faut regarder. Il faut regarder et pour ça, il faut être passionné. Il faut être passionné par ce qui se présente. Mais si vous voulez répondre pourquoi il y a des tas de réponses en Inde, c'est des réponses allégoriques. Les chrétiens, les musulmans, les shivaïstes, les vishnouistes, chacun dit un pourquoi. Mais on rentre à ce moment-là dans le côté religieux, dans le côté symbolique. Du coup, de métaphysique, il n'y a pas de pourquoi. Comment apparaît l'existence de quelque chose qui n'existe pas se pose pas. Et c'est normal qu'elle se pose. Mais à un moment donné, vous n'avez plus d'énergie parce que vous vous rendez compte que toute réponse qu'on vous ferait va automatiquement être idéologique. Il y a une réponse védantique, il y en a une superbe dans le Cachemire, il y en a une superbe dans l'islam chiite, il y en a, etc. Mais c'est bidon tout ça. C'est des mots, il y a des très beaux mots. Alors peut-être un poète, quelqu'un d'inspiré peut des fois dans une poésie expliquer le monde, expliquer la vie. C'est super, mais il faut être poète pour ça. Mais ce n'est pas des mots qu'on prend à la lettre, parce que c'est une manière de parler vraiment allégorique, vraiment poétique. Il y a, dans les Puranas, qui sont les textes anciens de l'Inde, chaque Purana, presque tous les Puranas ont beaucoup ont plusieurs milliers de pages, et quelques centaines. Il y a toujours au début des Puranas un très grand, des fois quelques centaines, quand le Purana fait des milliers de pages, et des fois quelques dizaines de pages, quand ils font quelques centaines de pages, une explication de la création du monde. Et selon que ce soit le Skanda Purana, ou le Vishnu Purana, ou le Devi Bhagavata Purana, que ce soit un Purana shivaïste, vishnouiste, shaktiste, bien sûr, chaque fois on décrit la création du monde différemment. Et puis dans chaque Purana, il y a une petite partie métaphysique, une dizaine de pages des fois, qui explique que le monde n'existe pas. Donc après avoir expliqué toutes les étapes de la création du monde,
du premier principe, ensuite à Prakriti, à la matière, ensuite aux trois gunas, ensuite aux 5 éléments, ensuite toute la diversification de la matière, on vous explique que finalement le monde n'a jamais existé. Donc finalement, la description de la création du monde est une forme de pédagogie. Donc c'est une valeur en religiosité. Du point de vue qui nous intéresse, du point de vue du pressenti métaphysique, on ne rentre pas dans cette explication de ce qui n'existe pas. C'est vraiment du domaine religieux, pas du domaine de la voie directe. Éric, bonsoir. Est-ce que tu pourrais nous parler du suicide et est-ce qu'il y a des références au suicide dans la tradition, dans des textes anciens? Est-ce que tu peux m'en parler? Abhinavagupta parle du suicide dans le Tantra Loka, mais le suicide est réservé aux gens libres. Quand quelqu'un a intégré ce qui devait être intégré, Abhinavagupta lui donne toute liberté pour se suicider. Il décrit différentes manières, soit des manières internes, par la rétention de souffle, des manières encore plus internes, par la montée d'énergie, ou carrément de se jeter dans un précipice. Mais c'est réservé aux gens sages, c'est réservé aux gens qui n'ont plus rien à accomplir. Donc c'est jamais un suicide par dépression. Le suicide psychologique est un signe d'un manque de perspective. Il est respectable aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire face à la vie, que ce soit pour des raisons de douleur physique ou de problèmes psychologiques. Et voilà, on peut pas, il n'y a rien à dire. Mais dans les textes, c'est mentionné uniquement le suicide du sage est mentionné, et jamais le suicide de l'ignorant. Ce que les gens appellent généralement ici suicide, c'est le suicide de l'ignorant, celui qui s'imagine qu'il a des problèmes, ou qui s'imagine pas pouvoir faire face, etc. Et puis, il y a aussi des suicides fonctionnels. On peut tout à fait comprendre quelqu'un qui a des informations qu'il ne peut pas révéler parce qu'elle mettrait en péril d'autres personnes qui préfèrent se suicider plutôt que d'être torturées et de donner ces informations. Donc il y a des suicides qui ont une fonctionnalité, qui sont respectables, qui font partie du savoir guerrier ou du savoir fonctionnel en cas de crise. Et le suicide psychologique de celui qui alors se suicide parce que leur femme les trompe, qui se suicide parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, ou qui se suicide parce que leur équipe de football a perdu, c'est qui arrive toujours au Brésil chaque année. C'est une suicide psychologique, dire, ça ne nous concerne pas, c'est du domaine de la psychiatrie ou du domaine de la psychologie, mais ça n'est pas partie de ce qui nous concerne. Mais le suicide du sage, quand quelqu'un est libre de lui-même, Jean-Claude disait qu'à ce moment-là, vivre, c'est une concession, et que certains la font et que d'autres n'ont pas à la faire. C'est respectable. Et ça n'a rien à voir avec le sacrifice? Non, le sacrifice est un acte... Non, le sacrifice... Non, il n'y a plus rien à sacrifier. La compréhension de soi-même, c'est un sacrifice. C'est l'offrande de ce que je ne suis pas à ce que je suis profondément. L'offrande de l'illimité et de l'illimité. Donc le sage a déjà fait ce sacrifice. Donc il n'a plus rien à sacrifier. Le sacrifice, c'est un acte rituel. Mais le sage a dépassé l'acte rituel, puisqu'il n'a plus d'existence propre. L'acte rituel n'est possible que chez celui qui n'est pas sage. Pour un sage, tout devient rituel. Ce qu'il dit est un mantra, le geste qu'il montre est un mudra, chaque position de sa vie est un asana. Donc voilà, le sage est rituel, mais il n'a plus d'action rituelle. Celui qui a une action rituelle, c'est celui qui n'est pas sage. Et qui, par cette action rituelle, sur un plan, goûte un peu de sagesse. Mais
dans le sacrifice du sage n'est pas rituel en tant que tel. Il peut y avoir le sacrifice en Inde, beaucoup en Andhra Pradesh, mais également en Maharashtra, un peu en Karnataka. On trouve ce qu'on appelle des satis, c'est-à-dire des stèles qui sont faits aux guerriers qui sont morts au combat. C'est le sacrifice. Et le sati vient de la légende de Sita. Quand Sita se sacrifie, quand Sita, après avoir été enlevée par Ravana, revient auprès de Rama et que les bruits commencent à courir dans les cours autour du royaume de Rama, que peut-être Sita aurait été infidèle. Et l'infidélité de la femme de roi est une faiblesse pour un royaume. Mais pour éviter que cette faiblesse entache le royaume, Sita se jette dans les flammes, fait ce qu'on appelle un sati, tout en sachant, bien sûr, qu'elle n'était pas coupable. Rama, le roi, sait que sa femme n'est pas coupable, mais il accepte le sacrifice au nom du royaume, parce que les intérêts du royaume sont plus importants que son intérêt personnel. Et Krishna Menon, le grand sage du sud de l'Inde, a souvent donné un exemple, le point de vue de Rama, qui autorise sa femme à s'immoler par le feu, alors qu'il sait qu'elle n'est coupable de rien, comme étant justement l'acte juste, c'est-à-dire qu'il préfère le point de vue du royaume et son devoir en tant que kshatriya, en tant que roi, à son point de vue personnel, d'époux, de celui qui aime sa femme, qui est un élément personnel. Et la vie est impersonnelle, on a préféré l'action impersonnelle à la vie personnelle. Donc Rama laisse sa femme mourir pour que le royaume n'en soit pas affecté. Et dans ce sens-là, il met sa préférence personnelle au second plan et le point de vue du royaume au premier plan. C'était l'exemple que donnait très souvent Krishna Menon. Donc ça, c'est également une mort rituelle. Mais pour la plupart des gens que nous connaissons, le suicide est une forme de fuite, est une forme d'ajournement, mais encore une fois, ce n'est pas critiquable. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est toujours un manque de clarté. Et généralement, un bon psychiatre peut éviter ça. Ou une situation difficile. Si des gens qui veulent se suicider étaient mis en situation complexe physiquement, généralement, ils ne se suicident plus. Pendant les guerres, il y a très peu de suicides. Pourquoi? Parce que les gens ont faim. Quand les gens ont faim, ils cherchent à manger, ils ne se suicident pas. Beaucoup de suicides c'est souvent le milieu de la bourgeoisie. Les gens, voilà, ont des problèmes psychologiques. Mais il y a aussi des gens qui se suicident qui n'arrivent pas à faire face. Mais parce qu'ils ont l'idée qu'ils doivent faire face. Quand quelqu'un, quand un paysan se suicide, finalement, parce qu'il y a encore un peu une image, il ne peut pas payer, c'est pas grave en France. C'est ce qui va arriver si on ne peut pas payer. Ben, on est saisi, mais il y a la soupe populaire, il y a des clochards heureux. On peut être clochard, on peut en faire autre chose. Mais souvent, celui qui se suicide ne veut pas faire face au candidaton, ne veut pas faire face. Voilà, ici, c'est une forme de manque de clarté, mais des fois, c'est compréhensible, c'est respectable. Mais en tout cas, dans les textes traditionnels, ne sont mentionnés que les suicides de sages. Donc, il faut commencer par être un sage et ensuite envisager allègrement comment on va exprimer cette sagesse par le suicide ou par la vie phénoménale. Tout à sa place. Je voulais vous poser une question concernant la notion de choix. J'ai cru entendre dans le document que vous avez fait que nous croyons choisir, mais nous ne choisissons pas. Que le choix était déterminé par un ensemble notre éducation, notre race, notre culture, etc. Et pourtant, moi, j'ai vraiment l'impression de faire des choix. Où est-ce que je pose mon attention? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais
à gauche? Est-ce que je suis centré sur ce que je ressens ou est-ce que je m'évade dans des pensées et dans un futur probable, imaginaire, fantastique, etc. Et que les choix que je fais ont des conséquences dans la vie. Et du coup, je ne comprends pas très bien cette notion qui dit que finalement, nous ne choisissons pas, on n'a pas le choix, en fait, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Est-ce que vous pourriez parler de ça? Vous avez choisi votre sexualité? Vous avez choisi d'être homosexuel, hétérosexuel ou bi? Non. Vous avez choisi les musiques qui vous touchent? Vous préférez la musique carnatique, la musique chrétienne, la musique cistercienne? Non. Vous avez choisi les aliments qui vous stimulent? Si la viande vous stimule ou vous fait vomir, si le sucre vous stimule, etc. Alors oui, Qu'est-ce que vous avez vraiment choisi? par rapport à l'alimentation, oui, il y a une notion de choix, oui, pour moi, qui intervient. Oui, mais cette notion vient de ce que vous avez lu, des influences que vous avez eues, de votre réflexion, de votre expérience personnelle, de celle de votre famille, de celle de votre environnement. Ce qu'on veut dire, c'est que il y a une espèce de résonance qui se passe dans le corps et cette résonance vous fait choisir. C'est-à-dire, si vous aimez les femmes, vous allez dans une boîte de nuit, vous regardez 10 femmes, il y en a une qui vous attire et vous dites, ah, celle-là, j'aurais envie de coucher avec. Et vous dites, j'ai choisi. Mais si votre mère est avec vous, avant que vous choisissiez celle-là, ou un ami qui vous connaît bien, il va savoir très bien qui vous allez choisir. Donc vous n'avez pas choisi, mais il y a une résonance organique qui s'est faite dans la situation. En politique, ben, vous avez la conviction profonde que les droits sont plus importants que les devoirs, et vous votez à gauche. Vous avez la conviction profonde que les devoirs sont plus importants que les droits, et vous votez à droite. Vous n'avez pas choisi l'un ou l'autre. Vous n'avez pas choisi d'être touché par la civilisation indienne, la civilisation chinoise, la civilisation islamique. Vous n'avez pas choisi. Donc c'est dans ce sens-là. Mais personne ne vous dit que vous devez pas avoir de choix, mais uniquement à un moment donné, on se rend compte que ce qu'on appelle un choix, c'est vraiment une résonance qui se fait organiquement. Comme vous n'avez pas choisi votre maison, vous avez visité une maison, et puis il y a une maison qui dit, voilà, c'est celle-là. Et bien sûr, vous dites, après, j'ai choisi cette maison, mais c'est plus la maison que vous avez choisie. Quand vous asseyez dans une voiture, vous dites, c'est celle-là. Quand vous essayez une veste, ben voilà, c'est celle-là. Vous choisissez cette veste. Mais en réalité, c'est parce que la veste, vous ne la sentez pas, vous sentez bien, etc. Tout ça fait que vous choisissez, mais c'est une résonance du corps. Voilà, donc moi, je n'ai pas d'antagonisme avec la notion de choix. Uniquement, à un moment donné, on se rend compte que ce mot, on va remplacer le mot choix par le mot résonance. Dans le sens, c'est moins intentionnel. Parce que la notion de choix, on a l'impression qu'on pourrait choisir presque contre soi. Alors que la notion de résonance, on choisit plus en fonction de soi, une résonance naturelle. Une résonance avec telle ou telle forme d'alimentation, où vous avez une résonance avec les pizzas, ou une résonance avec les graines germées. Ça se fait naturellement. Et ensuite, vous allez, bien sûr, comme vous êtes intelligent, mais vous allez chercher à étoffer votre goût organique. Si vous aimez les graines germées, vous allez étudier les choses, vous allez voir qu'effectivement les pizzas, les graisses cuites sont très mauvaises. Et si vous aimez les pizzas, vous n'allez jamais étudier les graines germées parce que ça ne vous intéresse pas. Si vous votez à droite, vous allez lire Taine, Renan, Maurras, Sustel de Coulanges, etc. Si vous votez à gauche, vous allez lire Proudhon, Bakounine, Vallès, Hugo, etc. Donc on va étoffer ces opinions. Et après, on va dire, je vote à cause de ça, mais ce n'est pas vrai. Il y avait un élément instinctif qui vous fait aller dans une direction. Ensuite, quand on est intelligent, on le justifie par une culture qu'on va acquérir pour supporter ce qu'on pensait déjà. Mais c'est rarement l'étude qui amène le choix, c'est le choix qui amène l'étude. On étudie ce qui va nous convaincre. Les gens de droite lisent des choses de droite, les gens de gauche des choses de gauche, et ils aiment leur lecture.
Les gens de droite lisent les journaux de droite, les gens de gauche lisent les journaux de gauche, et chacun pense que ces journaux disent la vérité, parce qu'ils pensent comme eux. Donc il y a plutôt cette... Voilà, mais pour moi, je n'ai pas de problème avec le choix en tant que tel. C'est vrai que moi, je ne le vis pas comme ça. Moi, je ne prends aucun choix sur rien. Ça ne me gêne pas. Les choses se font naturellement. Mais si vous avez cette sensation d'avoir le choix, je veux dire, c'est comme tout. Vous savez, il faut vivre avec ce qu'on a. La vie est courte et on n'est pas là pour se maltraiter. Il faut devenir amoureux de notre fonctionnement. Explorer vos choix et voilà, et peut-être un jour vous aurez cette évidence qu'il n'y a pas de choix, ou au contraire, ou le contraire. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important dans la vie, c'est l'exploration. C'est jamais les conclusions. Les conclusions sont toujours bidons. Mais il faut vraiment être amoureux de son fonctionnement, et très souvent, la formulation choix va souvent être remplacée par une forme de résonance. Vous avez une résonance avec telle ou telle odeur, avec telle ou telle forme, avec telle ou telle tactilité de peau, avec tel ou tel pays, avec telle ou telle culture, avec tel ou tel... Et voilà. Alors si vous choisissez d'aller en Inde plutôt que d'aller en Belgique, mais pour moi, c'est qu'il y a une résonance avec l'Inde plus qu'avec la Belgique. Et voilà, mais le mot choix n'est pas gênant. Et souvent, on va dire, on met la même chose avec des mots différents. Les mots sont peu importants. Ce qui est important, c'est de voir comment on fonctionne, peu importe les mots. Et par contre, tant qu'il y a la notion de choix, il y a la notion de culpabilité qui est possible. Et il y a la notion de peur qui est possible, parce qu'on fait le mauvais choix. Moi, j'ai la chance que je n'ai aucune culpabilité, parce que je sais que je peux ni faire le bon choix, ni faire le mauvais choix. Donc, je n'ai aucune culpabilité possible. Oui, parce que... Ce qui arrive pour moi est inévitable. Je comprends que la société soit obligée d'avoir une notion de choix et de responsabilité. Le code civil est nécessaire. Mais je ne suis pas le code civil. Je ne fonctionne pas comme le code civil. Je le respecte ou non, mais je ne fonctionne pas comme lui. Pour moi, je n'ai pas de choix. Moi, si demain j'écrase quelqu'un en conduisant, je comprends qu'on me condamne, je respecte la loi ou non, mais je la comprends dans tous les cas. Mais moi, je n'aurai pas de culpabilité parce que j'ai fait ce que je peux faire. Si j'ai trop bu, si la voiture est trop mauvaise, si la petite fille qui s'est jetée sous les roues est trop stupide, etc., pour moi, je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Je l'accepte. J'accepte ma stupidité, j'accepte mon alcoolisme, j'accepte l'état de la voiture, j'accepte la stupidité de la petite fille, mais j'en fais pas un problème psychologique. Celui qui a une culpabilité va souffrir très longtemps. À un moment donné, on ne souffre pas de son passé parce qu'on se rend compte que tout ce qui est arrivé était inévitable. Voilà. Et on n'a pas peur de son futur parce que tout ce qui arrive dans le futur est inévitable aussi. Donc il y a une facilité. Donc l'absence de choix vous permet de plus jamais payer un centime pour voir un psychologue. Parce que vous n'avez aucune culpabilité, aucun remords, et aucune peur du futur, parce que le futur va être uniquement ce qu'il peut être. Donc vous avez une espèce d'extraordinaire espace de vie présent, d'intensité, parce qu'il n'y a que le présent, il n'y a pas la peur du futur et la mémoire du passé. Mais c'est vrai que la notion de choix, oui, moi je l'associais derrière avec la notion de responsabilité. C'est-à-dire que si je fais un choix, ben, il va y avoir des conséquences et que ces conséquences vont être responsables, pas forcément. Et en même temps, il y a des études de neurobiologie qui ont montré que notre cerveau reptilien, finalement, notre corps décide avant que notre pensée vienne mettre par-dessus. Absolument. Absolument. C'est un micro de seconde, mais le corps agit avant la pensée. C'est Benjamin Leggett qui a commencé à faire ces expériences aux États-Unis. Benjamin Leggett a prouvé, en faisant passer des images et avec tout leur système d'électrodes sur le cerveau, qu'il y a une image qui vous suggère de vous lever. Il a pu prouver que la zone du cerveau du mouvement vers se lever était activée avant la zone de décision.
C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on veut se lever qu'on se lève, c'est parce qu'on se lève qu'on veut se lever. Et comme on est terriblement égotique et qu'on ne supporte pas ça, on a cette idée, je veux me lever, donc je me lève. Et à tel point que Benjamin Leggett lui-même, après avoir prouvé scientifiquement extrêmement bien, c'est-à-dire après d'ailleurs, encore plus finement, qu'il n'y avait aucune responsabilité, il a passé sa vie à faire des livres pour dire, mais bien sûr, il n'y a pas de responsabilité, mais il y en a une quand même, parce que c'était trop terrible pour lui psychologiquement qu'il n'y en ait pas. C'est très amusant de lire ces livres qui sont où il essaie d'expliquer que ce qu'il a démontré, finalement, ne démontre pas qu'il n'y a pas de responsabilité, alors qu'il le démontre. Mais il le démontre, mais il ne peut pas l'intégrer. Et ça, c'est amusant, parce que dans la physique quantique des éléments proches, on s'aperçoit qu'une expérience n'est pas pensable. Que si on la pense, on la percute, c'est-à-dire on la trouble. Et que l'expérience est là, mais on ne peut pas la conceptualiser. Si on la conceptualise, elle n'est plus ce qu'elle est. Et c'est intéressant, mais les études de Benjamin Leggett sont tout à fait admirables, mais ses conclusions psychologiques sont encore plus intéressantes. Parce qu'il prouve la totale non-responsabilité, et il a passé sa vie, en fin de vie surtout, à écrire pour dire que bien sûr, ça n'y est pas, la responsabilité civile, etc. Alors qu'il avait prouvé le contraire. Parce que c'est très difficile psychologiquement, l'ego ne supporte pas la non-autonomie. On a passé son temps, la société passe son temps, les parents, l'éducation. Je dois être responsable de l'exact. Mais vous savez, si on vous tape sur le genou, votre tibia monte, vous ne montez pas. Voilà. Et quand une jolie femme passe, vous regardez, ça regarde, c'est malgré vous. Si on vous met une odeur horrible, vous faites une grimace, malgré vous. On ne fonctionne que comme ça. Alors qu'après, on dit je décide de ça, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est une appropriation, mais elle est respectable. Et les études de Benjamin Leggett sont tout à fait intéressantes. Vous dites Benjamin Benjamin Leggett. Benjamin Leggett, c'est L-E-2-G-E-T. Et on trouve tout à fait. Il y a des études traduites en français. C'est vrai que toute la vague du coaching, de la psychologie aussi nous pousse à croire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut choisir qui on veut être, ce qu'on peut faire. Enfin, on peut s'entraîner, on peut agir sur notre corps et influer comment les trajets. Oui, mais vous savez, c'est des imaginaires. C'est respectable et ça fait travailler ces gens-là. Il y a un tel chômage qu'on est content qu'il y ait des coachs, même. Voilà. Ensuite, c'est pareil, celui qui a la dynamique de se transformer, personne ne dit qu'il n'y a pas de changement, mais la dynamique n'est pas personnelle, selon votre intelligence. Et vous allez passer des heures à faire de la musculation, ou à étudier le tantrisme, ou aller en Inde, ou aider vos voisins. Ce n'est pas une décision, c'est une évidence culturelle pour vous. Il y a des gens qui ont besoin de se trouver dans la musculation. C'est le problème d'intelligence. Il y en a qui ont besoin de se trouver dans l'argent, quand on est très très riche. Il y en a qui ont besoin de se trouver dans les conquêtes amoureuses. Il y en a qui ont besoin de se trouver dans leur voiture. Il y a des gens qui sont fiers de leur voiture. Il y en a qui sont fiers de leur race. Il y en a qui sont fiers de leur femme. Il y en a qui sont fiers de leurs enfants. Il y en a qui sont fiers de leur équipe de football. Voilà, c'est vraiment des éléments culturels. Mais à un moment donné, on fréquente plus ces éléments-là parce qu'ils sont inutiles et on est la fierté de quoi que ce soit, comme l'opposé, la honte de quoi que ce soit vous quitte parce qu'il n'y a rien à être fier, il n'y a rien à avoir honte, on est comme on est. On a le corps qu'on a, on a l'intelligence qu'on a, l'argent qu'on a, la bêtise qu'on a, tout va bien. Je n'ai pas besoin d'être fier de quoi que ce soit et d'avoir honte de quoi que ce soit, la vie est belle. Il n'y a rien à s'approprier dans la vie. Vous m'entendez? Oui. Voilà, je me questionne sur la notion d'attention que l'on peut porter aux sensations. On parle souvent de prendre le temps de se poser et de poser l'attention sur les sensations que l'on peut avoir.
et finalement, je vois pas vraiment l'intérêt de ça, dans le sens où, au bout d'un moment, la sensation peut se résorber totalement dans ce que l'on est. Attendez, il y a une vidéo qui arrive. Et c'est un peu comme si cette sensation-là, oui, se résorbe totalement. Elle disparaît, et donc je ne vois pas finalement le but de cette attention posée sur la sensation, en fait. Il n'y a aucune raison de mettre l'accent sur la sensation. Ça peut avoir une valeur pédagogique, c'est-à-dire quand vous êtes avec une voisine et que votre voisine fait une crise de nerfs, des fois vous donnez une paire de gifles, ça arrête la crise de nerfs. Pourquoi? Parce qu'elle sent quelque chose. Quand vous avez un enfant qui hurle, vous essayez de le calmer, quand il hurle, vous essayez de le calmer, vous continuez. Il hurle toujours, et puis il devient rouge, et vous vous rendez compte, ça commence à être un peu dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez un lavabo d'eau froide, vous prenez la tête, vous lui mettez la tête dans l'eau froide, vous comptez jusqu'à 15, 20, et quand il sort, il est tranquille. Parce que son instinct de survie a pris le dessus. Donc, c'est ça dont on parle, c'est que simplement quand l'agitation est trop intense pour beaucoup de gens, revenir au ressenti corporel, c'est automatiquement une tranquillité. Donc, si vous êtes tranquille, on ne vous demande pas de vous asseoir et de méditer sur votre gros orteil, mais si quelqu'un se trouve dans un moment de grande agitation, des fois, d'accentuer le ressenti corporel va permettre à ces agitations de réduire, parce qu'on ne va pas sentir et penser à la fois, c'est des zones différentes du cerveau, qu'on ne va pas avoir à stimuler simultanément. Donc c'est pour ça, la prochaine fois, vous allez voir que vous mordez la langue violemment, vous marchez sur un oursin, dans quelques instants, vous allez voir que toute la sensation du corps, tout votre être va être pris par la sensation. Et si vous pensiez avant à votre amant, si vous pensez avant à votre fils, si vous pensez avant à votre chien, vous n'y pensez plus du tout. Vous allez penser à votre pied ou uniquement à votre langue. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, on le fait de manière plus douce, mais c'est vraiment ça. Parce que le senti et la pensée sont des zones différentes du cerveau. Donc, pédagogiquement, comme beaucoup de gens en tout cas dans nos sociétés, on met beaucoup l'accent sur la pensée, et les gens accordent une alimentation trop riche en protéines animales et en sucre, avec une pollution exagérée, une vie affective misérable et une obsessionnalité de l'argent et du paraître, sont dans une forme d'agitation constante. Des fois, de revenir sur le ressenti corporel amène une forme d'accalmie, mais je dirais que ça s'arrête là. Et quand quelqu'un est tranquille et vit simplement avec la vie, sans rien ajouter, sans rien lever, il n'y a absolument aucune nécessité d'essayer de sentir quoi que ce soit corporellement. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je vois souvent qu'il y a des pratiques en fait qui poussent à ça en permanence. Et au fond, j'ai l'impression que c'est un peu recréer en fait quelque chose pour rien, quoi. Vous savez, la pratique traditionnellement en Inde, c'est un art. Et un art, il faut être appelé. Donc, si la musique ne vous stimule pas, c'est comme stupide de faire du violon. Si la poésie ne vous stimule pas, ce n'est pas la peine tous les matins de vous lever à 5 heures pour écrire des poèmes. Et les pratiques corporelles qui stimulent, qui développent la sensibilité, ce sont des arts rituels. Donc, si on est appelé par ça, on suit cet appel, comme les musiciens, comme les danseurs, comme les poètes. Si on n'est pas appelé, ce serait comme sacrilège de faire ça. Et ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien d'être musicien, ça ne sert à rien d'être poète, ça ne sert à rien d'être danseur, ça ne sert à rien de faire du yoga, les choses ne servent à rien. Ceux qui sont appelés ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Les gens qui font du yoga, c'est des gens qui le matin se lèvent et ils regardent leur tapis de yoga, ils regardent leur conjoint, ils sautent sur le tapis de yoga. Ils sont comme ça. Eux sont faits pour faire du yoga. Ils sont pas ça pour quelque chose, mais par quelque chose. Ceux qui sont dans leur lit au chaud et qui préfèrent faire l'amour avec leur conjoint ou dormir plus longtemps ne sont pas faits pour faire du yoga, ils sont inaptes, ça ne leur concerne pas, ils ne comprendront pas, ils n'ont pas à le faire. Pareil pour la musique, pareil pour la danse, pareil pour n'importe quoi. Donc chacun doit faire ce qu'il ressent profondément.
Mais toutes ces techniques ont uniquement une valeur si on est amoureux de la technique, comme si on est amoureux de la musique, si on est amoureux de la danse, si on est amoureux de l'architecture. On pratique par le cœur, on pratique pas parce que ça amène quelque chose, ça n'amène rien. Il y a des tas d'imbéciles qui font du yoga toute la journée, il y a des gens profondément humbles et ouverts qui ont jamais fait du yoga. Bon, ça ne sert à rien. Les pratiques sont complètement, en soi, n'ont aucun intérêt, vous avez tout à fait raison, sauf pour ceux qui sont amoureux de cette exploration. Et c'est une exploration parmi les autres, comme tous les arts. D'accord, mais merci parce que moi je suis depuis très très longtemps appelée par ça en fait, par ce senti, de façon avec un senti extrêmement fin qui s'est développé depuis longtemps, où je sens les vibrations de mon verre dans la main, où je sens bref plein de choses. Et à un moment je me demandais si c'était pas aussi un écueil parce que quelque part le monde entier devient sensation. Et mais ça me focalisait l'attention, ça me focalise l'attention en permanence là-dessus. Comment dire? Attention, parce que l'accent n'est pas mis pour nous sur la sensation, l'accent est mis sur la résorption de la sensation. Donc, ce qui nous intéresse, par exemple, dans la musique, ce qui est important, c'est le son. C'est quand le son se meurt dans le silence. Et dans la perception, par exemple, dans les arts traditionnels, comme le yoga par exemple, on ne met pas l'accent sur la sensation. Alors, on développe la sensation, mais pour mieux la laisser mourir. Le corps devient d'abord lourdeur, densité, et puis chaleur, et puis vibration, puis expansion. Et à un moment donné, cette expansion, etc., qui apparaît dans notre écoute, qui vit sans intention, cette expansion va, c'est un peu comme un nuage de poussière qui monte, et puis qui va redescendre, et à un moment donné, la sensation se résorbe dans l'écoute, dans le silence. C'est ça le cœur de l'art traditionnel. Donc des fois, on semble mettre l'accent sur la sensation, mais c'est pour lui permettre de se résorber. C'est la résorption qui est importante. C'est comme dans le mantra, c'est pas le son du mantra qui est important, c'est la résorption des sons dans le silence à la fin. Donc voilà, attention à ne pas mettre l'accent. Et c'est vrai que les techniques corporelles dévoyées, en Occident et en Orient, mettre l'accent sur la sensation. Et là, c'est plus traditionnel, ça devient un imaginaire, comme tout le yoga moderne. On met l'accent sur le ressenti du corps. Non, le yoga met l'accent sur la mort du corps, sur la résorption du corps dans la conscience, la résorption du perçu dans l'intimité. Mais des fois pédagogiquement, pour permettre cette résorption, il faut intensifier le ressenti. Parce que tant que le corps est perçu de manière lourde, opaque, on va dire on est collé à cet objet, et quand on laisse cette perception se déployer, elle va s'affiner, et on est quand la perception devient que vibration, ça fait très bien, et cette vibration est de plus en plus fine, et on est se résorber complètement dans le silence. Donc on a stimulé la vibration pour nous permettre de se résorber dans le silence. Alors quand le corps reste lourd, dense, opaque, quand la pensée reste agitée, on reste collé à l'agitation, on reste collé à la densité, au dos du corps, mais c'est uniquement un truchement pédagogique. D'accord. Alors je comprends peut-être mieux mon attirance avec les parfums. Je lisais un texte de Al-Hallaj qui disait que par amour éperdu pour Dieu, enfin, je ne me rappelle plus exactement le texte, mais un souffle s'est levé et m'a fait connaître qu'à travers le parfum résidait son essence. Il parle de ça. Et dans ce que vous dites là, ce qui me parle et ce qui me touche aussi, c'est cette subtilité du parfum, justement, qui fait qu'on peut facilement aller être accompagné vers la résorption, justement, des sens. Bien sûr, c'est pour ça que quand vous avez vraiment une sensibilité au parfum, vous ne pouvez pas mettre Chanel No. 5, tous ces parfums aberrants qui sont faits maintenant. Impossible, oui. Vous avez une sensibilité au vrai parfum, au vrai essence, mais la plupart des gens, l'odeur est très importante. Quand quelqu'un a peur, ça se sent. Quand quelqu'un est amoureux, ça se sent. Quand quelqu'un a un désir, ça se sent. Quand les émotions se sentent olfactivement. Et on sent les animaux, on sent
voilà, même les objets ont une odeur, etc. Donc c'est un des sens importants, mais on va dire, les 5 sens sont aussi subtils les uns que les autres. On a chacun un sens qui est plus développé que les autres, généralement, mais c'est la même chose, que vous voyez vous sentez la vibration, que vous voyez la coloration, que vous avez le goût. Mon maître avait une élève allemande qui destinait les objets avec un goût. Chaque fois qu'on voyait un objet, elle avait un goût qui venait. C'est la même chose. Chacun a une capacité différente. Mais encore une fois, c'est pas pour stimuler à outrance la perception, la subtilité, comme ceux qui vivent dans ces écoles du yoga, qui sont obsessionnels, qui cherchent une espèce d'expansion sans limite de la perception, qui est possible. Mais dans l'approche traditionnelle, on n'a aucun intérêt par l'expansion de la perception, mais vous avez une perception relative qui permet une résorption totale. Et selon la pédagogie, selon la personne, il faut stimuler tel ou tel élément perceptuel pour que ça se permette, pour que ça permette un peu une résorption, un peu comme au niveau affectif. Et quand quelqu'un a un problème au niveau affectif, au niveau sexuel, au niveau financier, au niveau intellectuel, on va essayer de laisser cet élément devenir vivant pour qu'on ne soit plus un problème, pour que la chose soit plus bloquée par cette chose, pour que la problématique se résorbe. C'est vraiment la même chose. Donc, on va explorer un espace problématique chez quelqu'un pour que ce qui ait fait des dissolutions qui se fassent au niveau corporel, au niveau tactile, c'est la même chose. Merci à vous.